Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence de presse en lien avec la Banque des terrains fédéraux. Donc, la conférence de presse va être, je vais animer la conférence de presse, je vais passer la parole rapidement à nos deux orateurs, puis ensuite ça va être suivi d'une courte période des questions plutôt, que je vais animer aussi. Donc, on va commencer par des questions en lien avec la conférence de presse, puis s'il y a des journalistes qui sont intéressés pour des questions qui ne sont pas en lien avec la conférence de presse, on va faire un scrum par la suite. Donc, sans plus attendre, j'inviterai nos deux orateurs, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et Gilles Lehouillier, maire de Lévis. Bien, merci, Loïc. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Gilles, de ton accueil habituellement charmant, chaleureux, même à ce jour un peu plus frisquet. Merci, Marie-Josée de la Chambre de commerce de Lévis d'être avec nous, tous les autres partenaires de la ville, les conseillères et conseillers municipaux. Très content aussi d'être en compagnie de M. François Bernier, qui est un fonctionnaire, donc normalement, il préfère être discret, quoique efficace. François est le directeur général de la région du Québec au sein de mon ministère. Et mon ministère, bien, ça tombe bien, il est au cœur de l'annonce qu'on va faire ce matin. Pourquoi? C'est parce que ça tombe dans le contexte du lancement en août dernier de la Banque de terrain et de propriété du gouvernement canadien public, par conséquent, qu'on a lancé en août 2024 à Halifax. Il y avait à l'époque 56 propriétés fédérales qui, pour la première fois, étaient déclarées publiquement excédentaires et pour lesquelles on invitait des partenaires de partout dans les communautés à manifester un intérêt. Et depuis ce temps-là, sur ces maintenant 84, à partir de maintenant 90 propriétés, il y a eu des centaines de relations qui ont été développées sur ces propriétés. Il y a des propriétés considérables. On parle de 473 hectares, donc à peu près peut-être plusieurs kilomètres carrés, certainement, à travers le pays. Des dizaines de milliers de visites sur le site Web, des échanges avec les fonctionnaires, non seulement de mon ministère, mais de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, du ministère de l'Infrastructure et du Logement. 70% de ces échanges ont porté sur des échanges d'expression d'intérêt clairs. Ceci étant dit, c'est un processus en développement, parce que même si la majorité, comme vous l'avez entendu, de ces contacts ont été des contacts pour exprimer un intérêt pour le développement de ces propriétés fédérales, il y a quand même pas loin de juste à peu près une quinzaine de % de ces relations qui ont pu avancer suffisamment au cours des derniers mois pour dire que ce sont maintenant des projets qui sont en cours. Mais évidemment, ça s'inscrit dans un plan plus large du gouvernement canadien de développer du logement et du logement abordable en particulier, parce que les gens nous demandent souvent, oui, mais c'est beau d'avoir des propriétés fédérales maintenant disponibles pour les communautés, mais ça prend aussi du financement. Bonne nouvelle, du financement pour le développement de coopératives, le développement de logements sociaux, de logements abordables pour la classe moyenne. Il y en a beaucoup depuis le budget 2024. Du financement aussi pour sécuriser les habitations déjà existantes, les HLM, les coopératives et les OBNL d'habitation en particulier. Puis aujourd'hui, avec tout ce travail-là, on ajoute 6 autres propriétés, donc on passe de 84 à 90, et il y en a une de ces propriétés au Canada, les 6, qui se trouve à être particulièrement intéressante pour la grande région de Chaudière-Appalaches et pour la ville de Lévis en particulier, puisqu'il s'agit de la fameuse ferme de Chapet, qui est un patrimoine pour la région exceptionnel, un fleuron dont à peu près tout le monde ici est au courant, et qui va faire l'objet maintenant de travaux encore plus étroits avec les partenaires, dont la ville de Lévis, évidemment, plusieurs nations autochtones qui ont exprimé un intérêt à s'associer, des partenaires publics et des partenaires privés, à l'image de ce qu'on a fait au Canada depuis quelques années pour d'autres belles et grandes villes. Je pense entre autres à Calgary avec leur projet Arbo, Currie avec le Toronto, le projet Arbo, Edmonton, Greaseback,
Ottawa, le village des riverains, qui ressemble étonnamment à comment on pourrait développer la ferme Chappet au cours des prochaines années ici à Lévis. Fait qu'on sait comment faire pour développer de si belles et si importantes propriétés, et on aimerait maintenant le faire avec les partenariats et le leadership de la communauté ici à Lévis. Alors, l'idée, c'est d'avoir une mixité d'usage et une mixité de partenariats. On parle, et Gilles sera plus précis dans quelques instants, on parle d'aménagement de parcs, d'espaces publics, d'espaces communautaires, d'espaces autochtones. On parle de création de logements et de logements abordables en particulier. On parle de mixité de partenariats. Le premier partenariat essentiel, évidemment, c'est celui du gouvernement canadien. J'insisterai sur le fait que cette ferme Chappet va rester propriété publique. Elle va rester propriété fédérale, mais elle va être mise à la disposition des partenaires avec probablement des baux amphithéotiques de long terme, plusieurs décennies, peut-être à des coûts très modestes, même des coûts purement symboliques, pour que la valeur communautaire de cette propriété fédérale soit facilement développable par les partenaires et qu'elle soit là pour du très long terme. On ne veut plus et on ne veut pas que cette ferme Chappet soit vendue au plus offrant pour des intérêts privés qui ne pourraient pas cadrer avec les intérêts communautaires et publics que la communauté voudra se fixer. Donc, un partenariat qui commence par le gouvernement canadien, les peuples autochtones, la ville de Québec, la ville de Lévis, pardon, le gouvernement du Québec, les partenaires en développement de logements sociaux, les groupes de ressources techniques, l'Office municipal d'habitation. Donc, beaucoup de partenariats possibles selon les usages qu'on voudra en faire et du financement, comme je le disais, possible de la part du gouvernement canadien pour appuyer certaines initiatives. Quand on parle d'installations communautaires, d'installations autochtones, il y aura, je suis sûr, capacité pour le gouvernement canadien d'aider. Même chose, évidemment, pour du logement abordable et du logement social. En gros, et en bref, et en terminant, c'est une bonne nouvelle, je crois, pour la ville de Lévis et toute la région de Lévis, parce que c'est une nouvelle qui va appuyer le leadership et le partenariat déjà très solide de tous ces partenaires, de la ville de Lévis en particulier. On sait, et Gilles, j'espère, va le rappeler dans quelques instants, on sait que la ville de Lévis, c'est une ville qui est en grand développement, une ville qui est appelée à un avenir encore plus grand, encore meilleur, mais pour y arriver, bien, je pense qu'un partenariat du gouvernement canadien encore plus solide va être utile et possible. Alors là-dessus, je vous remercie d'être ici avec nous ce matin, puis je vous souhaite une très belle journée. Pardon, c'est à Gilles maintenant. Alors donc, merci beaucoup, Jean-Yves, merci d'être ici aujourd'hui. Et simplement, je veux dire à Jean-Yves aussi qu'actuellement, on a un bouillonnement incroyable à Lévis. Et je pense que la construction navale commence à être un peu la cause de ce bouillonnement, hein, 800 millions d'investissements sur le site. Et actuellement, depuis le 1er janvier 2023, nous avons accordé l'équivalent de 10 000 nouvelles unités d'habitation. Donc, ça augmente constamment. À la Chambre de commerce, Marie-Josée le sait, j'avais parlé de 6 000. On est rendu à 10 000 unités qui sont données, là. On peut pas... Et j'en ai 4 000 en attente. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur que connaît notre ville en termes de développement. En plus, on a une stratégie pour le développement du logement social et abordable. Et quand Jean-Yves est venu me rencontrer un peu avant les fêtes, ici à Lévis, Jean-Yves m'appelle et dit Gilles, je pense que j'aurais peut-être des bonnes nouvelles pour la ferme Chappet. Il est venu me rencontrer ici à Lévis et il m'a dit on est en train d'attacher les dernières ficelles. Alors donc, voici ce qu'on pourra faire. Alors pour nous, c'est extraordinaire. Le premier élément qui est extraordinaire, c'est que la propriété reste propriété du gouvernement fédéral.
Alors ça, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Et nous allons pouvoir enfin développer toute la mixité des fonctions qu'on voulait faire sur la ferme Chappet. Puis en plus, on y ajoute un magnifique volet qui est le logement social et abordable. Alors ça, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Vous savez pourquoi? Il y a une rareté de terrain un peu partout. Et aujourd'hui, lorsqu'une ville, par exemple, veut bâtir des logements sociaux, juste l'acquisition des terrains, on parle de plusieurs millions de dollars. Vous l'avez vu, par exemple, juste pour aller chercher des terrains pour les écoles. Vous avez vu les enjeux des municipalités, comment c'est complexe et ça coûte très cher. Alors là, on a une opportunité exceptionnelle d'offrir à tout notre milieu communautaire un site exceptionnel avec une mixité. Alors, imaginez-vous, logement social et abordable, sous l'égide de l'Office municipal d'habitation qui pourrait exercer un leadership. On les a reconnus d'ailleurs, Brigitte Duchesneau, qui est ici présente et qui, c'est en plein cœur de sa zone, de son quartier, la ferme Chappet. Alors, Brigitte aussi a travaillé très, très fort. Et il faut se souvenir aussi que je rappelle un petit peu la petite histoire. D'abord, pendant tout le 20e siècle, c'était la quarantaine animale ici. Tous les animaux exotiques des cirques américains qu'on voyait se produire passaient par ici à la quarantaine. C'était la porte d'arrivée, c'était la porte d'entrée. Il y avait même une tour spéciale pour les coups de girafe, là, parce que à cause de la hauteur, etc. Alors, vous voyez, ça a été une quarantaine pendant tout le 20e siècle. Et par la suite, donc, la ferme Chappet a été exploitée comme ferme expérimentale jusqu'en 2017. Il faut se souvenir que l'élément tournant pour le site, ça a été vraiment la consultation de 2020, où là, finalement, à l'époque, la Société immobilière voulait en faire un grand projet de développement privé, mais avec des condos de style traditionnel, comme on construit les villes, etc. Et il n'y avait pas eu d'acceptabilité sociale. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la Société immobilière avait effectivement conclu qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour un tel type de projet. Par la suite, nous, on a indiqué notre détermination de tenir cet espace public-là à des fins publiques. Quand j'ai rencontré Jean-Yves un peu avant les fêtes et qui me disait le dossier évolue bien, alors, et c'est là que Jean-Yves me dit qu'on pourrait même y ajouter le logement social et abordable. Et nous, ça donne bien. On s'est donné une cible. On aimerait ça ajouter au moins 1000 unités de logement social et abordable à Lévis. On a même créé un fonds de 20 millions de dollars pour y arriver. Alors donc, je pense que c'est une bonne nouvelle et on va être admissible aux programmes fédéraux au niveau du logement. Alors, essayez de vous imaginer. En même temps, pour nous, on avait déjà commencé à travailler, et ça, je tiens à le signaler, avec les nations autochtones, en particulier avec la nation Huron, pour voir comment on pourrait pas faire du site de la ferme Chappet, enfin, un centre d'interprétation au niveau des nations autochtones, parce que ce qui est un petit peu malheureux en Chaudière-Appalaches, c'est qu'on n'a pas de vrai centre d'interprétation au niveau des nations autochtones. Alors, essayons de nous imaginer cette mixité, logement abordable social, un immense jardin communautaire qui pourrait être développé en partenariat aussi avec les nations autochtones pour voir un peu quel était, par exemple, au moment où les Premières Nations ici étaient présents sur notre territoire en grand nombre. Alors, comment a évolué toute cette agriculture-là au fil des siècles ici? Alors, donc ça, il y a des choses intéressantes. Et évidemment, pour le milieu communautaire, c'est enfin la possibilité. C'est drôle parce que je participais récemment à une rencontre avec la Corporation de développement communautaire qui regroupe tous les organismes communautaires de Lévis. Et quand j'ai dit, on maintient toujours très vivant notre rêve de faire à Lévis un des plus beaux jardins, un des plus beaux et des plus grands jardins communautaires dans un centre-ville. Alors là, je pense maintenant qu'on va pouvoir le réaliser avec cette belle mixité de fonctions qui va nous permettre vraiment, vraiment d'en faire le cœur d'un beau défi que pourront relever nos organismes communautaires. On a 250 organismes reconnus à la ville de Lévis, 15 000 personnes qui font du bénévolat. Alors, essayez de vous imaginer le projet mobilisateur qu'on va pouvoir mettre de l'avant sur ce magnifique site. Puis on va se le dire entre nous, là,
honnêtement, quand on regarde notre programme quinquennal d'immobilisation, qu'on a dû amputer d'à peu près 130 millions, là, si on veut maintenir un service de dette acceptable, imaginez-vous, ça c'est mon dernier point, le levier que vient de nous donner le gouvernement fédéral. Parce qu'essayez d'imaginer qu'on on devrait acheter, par exemple, cette propriété-là à la valeur marchande. Donc, je devrais y mettre des millions et des millions de dollars juste pour l'acquisition, et on n'a rien fait. L'avantage de la formule que nous propose le gouvernement fédéral, c'est qu'on peut se mettre à l'action. On va y aller par phase, certainement, mais on va pouvoir, parce que le site est immense en passant, là. 40 hectares, c'est presque... On n'est pas loin de... Voyez-vous, les plaines d'Abraham, c'est à peu près 100 hectares. On n'est pas loin de la moitié des plaines d'Abraham, là. Alors, ce sera nos plaines d'Abraham ici à Lévis. C'est ça qui est extraordinaire avec cette belle mixité des fonctions. On est sur un plateau exceptionnel et extraordinaire. Et moi, je vous le dis tout de suite, je veux lancer un message aux nations autochtones avec qui on a travaillé. Alors là, l'avantage, avec les nations autochtones aussi, on va pouvoir mettre le pied sur l'accélérateur parce qu'on attendait une décision. Tu sais, on ne voulait pas trop s'avancer sur des concepts, mais nul doute que la première rencontre que je vais avoir, c'est avec les nations autochtones et avec notre milieu communautaire. C'est les deux premières rencontres que je veux faire. On va faire ça avec Brigitte, d'ailleurs, et on va faire ça ensemble. Alors, merci Jean-Yves pour cette merveilleuse nouvelle qui va nous permettre d'aller assez rapidement, finalement, parce qu'on n'a pas la ville de Lévis à se porter acquéreur du site et on peut mettre notre argent justement dans du logement social et abordable et on peut venir appuyer directement nos organismes communautaires qui, j'en suis sûr, vont nous amener des idées fort intéressantes pour cette mixité qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors, merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle. Merci. Merci. Donc, merci à nos orateurs. On va maintenant passer à la période des questions. Vous connaissez la procédure. Juste, merci de vous identifier avant de poser la question, puis le média pour lequel vous travaillez. Au risque de me répéter, on va garder les questions en lien avec la conférence de presse, puis ensuite, il va y avoir un scrum pour parler de toute autre question. Donc, on pourra parler de mobilité à ce moment-là. Merci. Donc, j'ai invité nos deux orateurs à prendre place. « 40 hectares. 40 hectares, oui. Ben, en fait, ce qu'on va faire, j'en ai parlé avec Jean-Yves, c'est que dans un premier temps, on va réunir nos partenaires. Nos partenaires, tout le milieu communautaire, l'Office municipal d'habitation, les nations autochtones également. On va se réunir ensemble et on va regarder pour dégager un plan d'ensemble. Je ne peux pas vous dire à ce moment-ci comment va se déployer le projet. Comme me le disait M. Duclos, il dit, écoutez, on peut y aller par phase, on peut y aller, tu sais, tout est possible. Alors, le gros avantage, c'est qu'on part avec un avantage exceptionnel, c'est que le gouvernement fédéral, en demeurant propriétaire du site, on peut passer à l'action plus rapidement parce que j'ai pas des millions de dollars à investir pour l'acquisition du site. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, j'ai un levier. J'ai un levier aussi pour développer du logement. Alors, essayez de vous imaginer la belle mixité qu'on pourrait y faire. Alors, par exemple, des logements abordables, sociaux et abordables, avec au centre un magnifique jardin communautaire immense qui pourrait être exploité par nos organismes communautaires. On a déjà beaucoup d'organismes qui ont levé la main, le grenier, le filon, etc., qui vont être prêts à travailler à ce magnifique projet. Et au niveau des nations autochtones, on a déjà un comité de créer avec la ville. Mais on était un petit peu sur les freins, dans le sens qu'on attendait voir quelle décision le gouvernement allait prendre. Alors, quand Jean-Yves me rencontrait avant les fêtes, puis qu'il m'a dit, Gilles, le dossier évolue très, très bien, j'ai dit, waouh, c'est positif. Alors, il m'a juste dit, ben, parle-en pas avant qu'on ait fini d'attacher le projet comme faut. Alors, mais honnêtement, ce matin, là, c'est une nouvelle qui est emballante. Puis, je l'ai dit tantôt, Mme Martin, c'est qu'en plus, on manque de terrain là, à Lévis. L'enjeu, c'est difficile. Alors,
vous connaissez le site un peu. Imaginez-vous un site en surplomb sur le fleuve au niveau du logement social et abordable. Le levier vient de nous donner le gouvernement fédéral. Alors, à quel niveau on va développer tout ça? Bien, on va le regarder avec les promoteurs du milieu, on va le regarder avec le gouvernement fédéral. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va être un alignement drôlement intéressant pour la qualité de vie de la population lévisienne. Simon Carmichael, Journal Le Soleil, je comprends qu'on n'a pas le plan précis. Oui, Stéphanie. Je comprends qu'on n'a pas le plan précis, mais est-ce qu'on a une idée du potentiel? Est-ce que c'est 10 logements, 100 logements, 1000 logements, 10 000 logements? C'est quoi le potentiel? C'est un grand terrain, là, vous en convenez? C'est quoi le potentiel de logements qu'il pourrait y avoir sur ce terrain-là? Bien, ça va dépendre des orientations qu'on va se donner avec le milieu. Alors, nous, dans le fond, ce que M. Duclos nous disait, travaillez avec vos partenaires. Nous, on va y aller en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais l'idée, dans cette mixité-là, d'ajouter le logement social et abordable, on ne peut pas avoir mieux que ça. Maintenant, c'est sûr qu'on va avoir de beaux espaces publics, mais on va aussi développer. Maintenant, je ne peux même pas vous parler du nombre d'unités à ce moment-ci. On peut-tu dire beaucoup de logements? Non, vous ne me ferez pas dire ça ce matin. Parfait. Je sais que c'est votre intention, mais vous ne me le ferez pas dire. Mais j'ajouterais peut-être qu'on a un modèle que vous pouvez regarder qui fonctionne bien, même très bien. On a fait plusieurs modèles. Tout à l'heure, je parlais du modèle Curry à Calgary, Greaseback à Edmonton, Arbo à Toronto et le modèle du village des Riverains à Ottawa. Ottawa, plus spécifiquement, là, ça s'est vraiment très, très bien fait au cours des dernières années. Ils ont commencé un peu plus tôt que nous. Et ils ont un plan de développement de la ville qui s'arrime très bien avec le plan là, de disponibilité de la propriété fédérale à la ville d'Ottawa. C'est vraiment très... En fait, ce qu'on a ici est mieux encore parce qu'on a ici, c'est vraiment extraordinaire. Là-bas, à Ottawa, ils sont un peu enclavés sur une ancienne base militaire. Ici, on a des espaces, quand on regarde, là, qui sont plus évidemment, je parle peut-être un peu trop au nom de la ville, là, des partenaires. On verra ce que la ville et les partenaires décideront de faire, mais sur le boulevard Guillaume Couture, là, on voit bien là, qu'il y a comme il y a une rupture entre ce qu'on voit à l'est et ce qu'on voit à l'ouest. C'est sûr que une possibilité va être de regarder ça pour du développement de logement. Exact. Un peu plus proche du fleuve, ça pourrait être des espaces plus communautaires, plus autochtones, plus un parc. Ça sera à la ville et aux partenaires de voir. Mais c'est clair que, comme disait Gilles, le fait que le gouvernement canadien va garder cette propriété publique, ça enlève le fardeau de trouver de l'argent pour financer l'achat de tous ces terrains, qui serait un fardeau considérable pour les partenaires de la ville et communautaire. Et en plus, on n'a pas besoin de s'obstiner sur la valeur marchande de ces terrains-là, négocier éternellement sur le bon prix, ça retarde tout, ça complique tout. Et donc, l'objectif encore, c'est d'aider le partenariat, le leadership des gens de la région. Dans la vision d'ensemble, je vais vous donner un exemple de ce que Jean-Yves a dit. Puis c'est sûr qu'on est dans du préliminaire, on est dans la conception. Mais si vous imaginez le contexte, le boulevard Guillaume Couture, qui va devenir notre pièce maîtresse dans la mobilité au niveau du transport collectif. Alors, et là, vous imaginez le surplomb sur le fleuve. En bas, on a la rue Saint-Laurent, immédiatement. Et n'oubliez pas que les animaux de la quarantaine prenaient l'ancienne voie ferrée qui longeait. N'oubliez pas qu'ici, on le voit, l'ancienne voie ferrée où les animaux en quarantaine arrivaient, donc étaient amenés ici. Et il y a une montée ici qui mène à la ferme Chappet. Alors, essayez de vous imaginer que le parcours des Anses, on recrée une montée ici en haut sur le plateau. Alors, essayez de vous imaginer avec un espace public, notre jardin communautaire, etc. Là. On rêve, là, tu sais. Mais c'est extraordinaire, là. On ne peut pas avoir mieux que ça pour cette mixité de fonctions où, à un moment donné, en plus, pour les gens qui vont occuper les logements abordables, on leur donne accès à des espaces publics gratuits, facilement accessibles. Alors, je veux dire, on va avoir le meilleur des mondes dans cette mixité-là. Mais cette mixité-là, on veut la travailler avec le gouvernement fédéral, puis on veut la travailler, bien sûr, avec tous nos partenaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, globalement,
le contexte du parc est exceptionnel. Et ici, donc, un peu plus vers l'ouest, alors c'est un immense boisé, alors qui est de propriété privée. Est-ce que éventuellement la ville pourrait elle-même se porter acquéreur de ce site-là? Certainement, c'est une possibilité qu'on pourrait venir ajouter comme espace public dans un milieu forestier. Et on pourrait même, je vous l'ai dit, là, on l'a regardé, on pourrait même exploiter une érablière sur ce site-là, là, en passant. Et une érablière qui pourrait être en même temps un milieu de vie éducatif, etc. Donc, les possibilités sont illimitées. Mais je veux juste vous donner l'ampleur de ce qu'on peut faire avec ce site-là, et surtout, dans le logement social et abordable, la qualité de vie qu'on va pouvoir donner. Donc, on n'est plus avec des logements sociaux et abordables en bordure d'une rue, sur un site. On va implanter du logement social et abordable dans un milieu d'une harmonie exceptionnelle. Ça, c'est l'aspect nouveau pour moi. Et ça va être drôlement intéressant de voir comment on va développer tout ce concept-là. Vous insistez sur le fait que le fédéral offre cette forme de baux-là, ça permet d'aller rapidement. Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'on pourrait voir un projet arriver? Puis particulièrement dans le contexte du moratoire sur le développement qui semble peut-être pas exactement sur ce secteur-là, là, mais ça semble au moins le frôler, là, parce que je sais qu'à l'est de la ferme Chapelle, c'est touché, puis la rue Saint-Laurent, c'est touché. À quel point ça pourrait aller rapidement dans ce contexte-là? Tout d'abord, je profite de l'occasion pour faire le point sur le moratoire. Nous rencontrerons la population bientôt sur ce moratoire-là. Il y aura des assouplissements d'apporter, parce qu'un moratoire, après, amène des formes d'assouplissement. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il faut prévoir quand même un certain temps avant de planifier tout ça, là. Alors, donc, on n'en est pas là pour le moment. Alors, c'est sûr que si vous construisez du logement social, mettez-vous à l'horizon de 2-3 ans minimum, hein, le temps qu'on construise, que les autorisations soient données. Alors, il n'y a pas d'enjeu particulièrement relié au moratoire actuellement. Mais nous, ce qu'on veut faire, puis on veut le faire avec le gouvernement fédéral aussi, parce que l'objectif aussi du gouvernement, c'est de mettre une pression aussi en utilisant ces sites-là pour dire c'est important de développer du logement abordable. On dit oui, on embarque. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis, en plus, on va profiter des leviers du fédéral, mais essayez de vous imaginer l'outil financier que vient de nous donner le gouvernement fédéral pour le développement de logements abordables. Moi, là, aujourd'hui, acheter des terrains, ça coûte des millions de dollars. Vous l'avez vu, M. Carmichael, pour l'école, là, on est à quoi, 4-5 millions? C'est un petit terrain. Puis c'est un petit terrain, là. Alors, essayez de vous imaginer que je vais acheter des terrains pour le logement abordable. Bien là, ces millions-là, on va les mettre dans la construction, on va les mettre dans l'aménagement de notre jardin communautaire, on va les mettre ailleurs. C'est ça qui est fantastique dans cette opération d'ensemble qu'on va faire. Merci. Monsieur Duclos, une petite dernière question, suivie par rapport à la dernière annonce que vous avez faite dans le cadre de la Banque de terrain du Canada, là, qui concernait les 3 lots dans le Vieux-Port à Québec en octobre dernier. Depuis, il y a plusieurs organismes qui ont levé la main puis qui ont pressé Ottawa d'agir rapidement. Est-ce que pour ces 3 terrains-là qui ont été annoncés il y a déjà quelques mois, on a une idée de quand est-ce qu'il pourra y avoir un réaménagement, un projet accepté? Est-ce que ça avance essentiellement, là? Oui, ça avance. Moi que ça avance, mettons. Oui, ça avance. Il y a plusieurs groupes en logement abordable à Québec, on parle de la Ville de Québec, là, qui ont déjà manifesté leur intérêt. D'ailleurs, ils ont rencontré à plusieurs reprises les gens de l'équipe de François et l'Office municipal d'habitation de Québec qui est super intéressé. Les immeubles populaires de Québec sont très intéressés aussi. On travaille avec des organismes comme le Frappru et d'autres organismes qui insistent pour que ces logements qui sont proches des services, proches du transport en commun, soient des logements accessibles à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des loyers de condos de luxe. Fait que j'en parlais avec Bruno Marchand il y a à peine 2 semaines. Est-ce qu'on sait quand est-ce que le projet pourrait être présenté? Bien, ce serait le fun que ce soit présenté bientôt, mais
mais je ne peux pas vous donner d'échéancier précis. La bonne nouvelle, c'est que les édifices sont déjà construits. Donc, puis les autorisations municipales ne sont pas nécessaires, que les services d'aqueduc et d'égout, évidemment, sont déjà là. Donc, de faire en sorte qu'on peut aller assez rapidement. Il faut les restaurer, il faut les rénover essentiellement, ces édifices. Mais ça prend un porteur de ballon. Ça prend un organisme qu'on appelle... Ça prend un groupe de ressources techniques et un organisme comme l'Office municipal d'habitation de Québec ou un autre organisme qui va accepter de prendre le ballon et aller jusqu'à la ligne de but. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Ville est avec eux, puis que le gouvernement canadien, en mettant ses propriétés à la disposition de ces organismes, à nouveau sur une base de bail amphithéotique avec un loyer très, très symbolique, bien, ça les aide à aller de l'avant. Mais je pense que les perspectives pour ces logements sur la rue de Louisy sont très bonnes et meilleures, pas en termes de qualité de projet, mais en termes d'échéancier que le développement de la ferme Chappet, parce que les édifices sont déjà là. Bien, on a gagné certainement plusieurs années en les mettant sur la banque de données, puis en travaillant directement avec la Ville et avec les organismes de développement de logement social et abordable. Bonjour, Catherine Damon, Journal de Lévis. Je reviens un peu sur l'échéancier de la chose. Là, je comprends que, on s'entend, il n'y a pas encore tous les paramètres, mais est-ce qu'on s'attend à une première pelletée de terre dans 2 ans, 3, 4, 6, 8, 10 ans? C'est quoi un peu vos attentes? Puis, M. Lehouillier, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous stresser avec un changement de gouvernement? Est-ce que le projet pourrait être retiré ou aurait une pérennité par rapport à ça? Je doute fortement. Je doute fortement qu'il y en ait qui s'essaieraient à modifier donc ce magnifique projet qu'on veut réaliser sur le site, cette magnifique mixité de fonctions. Alors donc, à mon avis, là, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu à partir du moment où la décision est prise. C'est pas quelque chose que tu peux pas remettre, à mon avis, là, c'est peut-être juste naïf, mais en ce qui nous concerne, pas question de remettre la pâte à dents dans le tube, là, ça c'est sûr. Puis par rapport à l'échéancier, c'est quoi vos attentes au niveau du nombre d'années avant que le projet soit vraiment, qu'on voit la construction commencer à se faire? Ouais. Bien, comme M. Duclos le disait, l'avantage, parce que c'est immense comme site, hein, je vous le dis, là, c'est pas loin de la moitié des plaines d'Abraham. Ça vous donne une idée. Alors, c'est sûr que la beauté de l'affaire, c'est que M. Duclos m'a dit tantôt dans le petit brainstorming qu'on a eu ensemble, il me dit, nous, là, on est prêts à y aller par phase. Donc, l'aspect intéressant, c'est dégageons-nous une vision d'ensemble, comment on peut développer notre logement abordable à l'intérieur de ce magnifique site-là, quels vont être les espaces publics. Alors, c'est sûr que moi, dès la semaine prochaine, je rencontre 2 groupes, les nations autochtones et notre milieu communautaire. Donc, c'est les 2 groupes avec lesquels on travaille déjà. Alors, donc, c'est sûr que les nations autochtones, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un centre d'interprétation autochtone à Lévis. Donc, je pense que là, on va pouvoir commencer avec le gouvernement fédéral de travailler là-dessus dans cette mixité de fonctions. Parfait. Mais je ne peux pas vous donner de délai parce qu'on va, on va voir, tu sais, l'annonce vient d'être faite, là, alors on va se mettre au travail très rapidement. Parfait. Mon question est pour M. Duclos. Qu'est-ce qui explique pour vous que ça a pris autant de temps avant qu'on voit un projet concret se réaliser sur le terrain de la ferme Chappet? Parce que ça fait, je pense, depuis 2014 que c'est plus utilisé par le gouvernement. Effectivement, on a vécu beaucoup de cycles. Depuis 2012, je pense que la ferme est déclarée excédentaire. À l'époque, l'objectif était probablement de vendre cette propriété à un développeur privé. La Société immobilière du Canada avait entrepris des consultations pour voir si ça allait être acceptable pour la communauté. Ça prend un peu de temps là, avant que la société constate qu'il n'y avait pas d'appui à ce que cette vaste propriété soit cédée à un développeur privé. Donc, la propriété est revenue et retournée à Agriculture Canada, comme il n'y avait pas de perspective d'usage autre pour la communauté. Et ce qu'on entendait, c'est que s'il fallait absolument mettre ça en vente, il y avait des embûches énormes. Et c'est pour ça que quand on a vu que
quand on a lancé la Banque de propriété fédérale en nous, puis qu'on a vu que ça marchait et que ça attirait beaucoup d'intérêt ailleurs au Canada, on s'est parlé, on a rencontré les nations autochtones, on a rencontré des gens ici à Lévis, puis on a vu que le potentiel de développement et d'usage de ces propriétés serait beaucoup plus rapide et intéressant si le gouvernement canadien en maintenait la propriété publique, mais rendait ce terrain disponible à très faible coût aux partenaires dans la région. Fait que c'est pour ça qu'on pense qu'on a la bonne formule maintenant, une mixité d'usage qui va se faire par phase, là, comme le maire Lehouilly l'a très bien dit, il y a des phases qui vont aller plus rapidement que d'autres, puis une mixité de partenariats. Tout le monde va être appelé à offrir son partenariat de différentes manières pour faire de ce fleuron graphique là, et visuel un vrai fleuron réel pour la ville de Lévis et les environs. Parfait. Peut-être juste une dernière précision, là. Est-ce qu'on parle vraiment de logements sociaux ou de logements abordables? C'est un mélange des deux. Okay. Le logement social, par définition, est un logement abordable, mais abordable, très abordable. Il y a des logements qui ne sont pas, par définition, des logements sociaux, mais qui restent abordables, en particulier pour les familles à revenus moyens ou même à revenus modestes. C'est une combinaison de logements. Souvent, il y a sur les mêmes sites à la fois des logements sociaux et des logements non sociaux, mais qui restent abordables. Merci beaucoup. Bonjour. Juste savoir, en ce moment, les bâtiments sur place sont préservés, on les a entretenus. Est-ce qu'on veut les garder aussi dans le décor? Ou... Oui, c'est Dany Côté de TVA, désolé. Excellente question. Ça va être aussi une décision d'équipe. Hein. S'il y a des bâtiments que la communauté, que la ville souhaite réaménager, réutiliser, restaurer, c'est une possibilité. On peut avoir des partenariats avec le gouvernement canadien pour ces raisons. Il y a probablement des bâtiments qui ne seront plus vraiment utiles, dont la destruction, le retrait va être utile. Ça a une valeur patrimoniale actuellement? Il n'y a pas de valeur patrimoniale ici. Ce sont des propriétés qui datent du 20e siècle. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas d'édifice qui est reconnu comme ayant une valeur patrimoniale. OK. Il y a un autre élément, puisque vous parlez du site, qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on nous disait tout à l'heure au niveau du gouvernement fédéral que les études de sol ont été faites. Il n'y a pas de contamination. C'est fantastique. Alors donc ça, c'est une autre bonne nouvelle qui s'ajoute sur le site. En ce qui concerne les bâtiments, on va y aller par phase, comme on dit, mais si, par exemple, on réalise un jardin communautaire, est-ce qu'il y a un des bâtiments qui pourrait servir comme entrepôt, etc.? C'est tout ça qui va être regardé. Mais effectivement, M. Duclos a raison, il n'y a pas comme tel de valeur patrimoniale associée au bâtiment. Vous pourrez aller les voir si vous voulez, là. Mais je vous invite, je ne sais pas si le chemin est ouvert l'hiver, j'imagine. Oui, il est ouvert. Je vous invite peut-être, en partant, à aller juste sur Guillaume Couture, au coin du chemin des îles. Vous allez pouvoir voir le site si vous vous approchez, et ça va vous donner une idée de l'ampleur du site, et lorsque vous arrivez dans le milieu du site, surtout l'été, on se croirait dans un champ à Saint-Charles-de-Bellechasse, là, tu sais. Je vous dis ça parce que c'est vraiment la campagne en ville. C'est vraiment la campagne en ville. On est vraiment... Alors donc, ça donne une idée du potentiel exceptionnel de ce site-là. Et c'est la raison pour laquelle la population souhaitait que ça reste à des fins publiques. Alors, le fait que le gouvernement fédéral demeure propriétaire du site, ça offre des garanties exceptionnelles. Parce qu'honnêtement, je le dis en toute franchise, notre enjeu, on en avait parlé à notre comité exécutif, notre enjeu à la ville, c'est comment on pourra faire pour acquérir un tel site. Tu sais, admettons que le gouvernement fédéral avait décidé de le vendre à valeur marchande. Essayez de vous imaginer, on aurait hypothéqué notre PQI pour plusieurs années. Là, tu sais. Alors donc, ça, là, c'est la meilleure des choses qui pouvaient arriver. Puis les délais, je sais que vous ne voulez pas en parler, mais selon votre expérience, ça se construit en combien de temps, des logements sociaux? Un projet de logements sociaux abordable, c'est 2 à 3 ans, juste les développer. Alors, ça donne une idée. Mais mettons, donnons-nous une perspective en raison du phasage que propose le gouvernement fédéral, s'il est possible de mettre de l'action assez rapidement, de passer à l'action assez rapidement, on va le faire.
notamment pour certains espaces publics, là, ça pourrait aller peut-être un peu plus vite, là. Bon, mais Voilà. merci tout le monde. Merci, Jean-Yves. Oui, ben, on s'en retourne à la fin.